messieurs, bonjour. Geoffrey Agostiniano, bonjour. Bonjour. Geoffrey Agostiniano, vous publiez Marche après marche, lutter pour revivre. Donc le 17 novembre 2012, vous endormissez dans la nuit au volant et votre voiture s'encastre contre un mur. Vous avez 19 ans. À votre côté, votre ami Samuel. Vous êtes amené au service déchocage, polytraumatisé sévère, traumatisme crânien grave, plongé dans le coma. Votre pronostic vital est engagé. Vous vous réveillez le 4 décembre, définitivement. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, Geoffrey? Je pense que pendant l'hôpital, il y a eu la lecture du livre de Grand Corps Malade, Patient, qui vous a donné une impulsion. Ouais, déjà, la première envie qui m'a poussé à l'écriture, ça a été un besoin. L'écriture a d'abord été thérapeutique, donc c'était vraiment écrire pour moi. C'était un exutoire, quelque part, ça a été une façon de cracher tout ce mal-être que je pouvais avoir à la suite de l'accident. Et deuxièmement, oui, j'ai eu envie de transmettre aussi ce que moi j'avais compris, ce que moi j'avais conscientisé pendant ma période de rééducation. Donc transmettre ce que moi m'ont vécu à ceux qui sont aujourd'hui en train de vivre ce drame. Et en plus, quelques jours avant ce drame, vous êtes avec des amis dans un bar lyonnais et vous avez le sentiment vous allez mourir soit jeune ou qu'il va vous arriver quelque chose de grave. Vraiment? Ouais, je disais ça. Je disais en fait, parce qu'il y a des personnes qui m'ont raconté des drames dans leur vie qui leur étaient arrivés dans leur vie passée. Des drames quand même assez importants et je n'avais jamais connu ça. Et je me disais intimement, ça se trouve, moi je vais mourir jeune ou il va m'arriver quelque chose de grave, très grave. Et puis c'est arrivé. Et quand vous vous réveillez, finalement, la première semaine de coma, d'ailleurs, pour les médecins, ils n'étaient pas sûrs que vous vous réveilliez vraiment. Non, on ne savait pas si j'allais me réveiller. Le pronostic vital était engagé, c'est-à-dire que le jeune homme il est dans le coma et on ne sait pas s'il va se réveiller. Donc c'est soit il se réveille, soit il s'endort. Et au réveil, c'était, vous arrachez tout, les perfusions, vous arrachez, vous voulez sortir du lit. Le réveil normal de coma, ouais. C'est souvent ça. Et ça passe par des insultes aussi qu'on donne aux infirmières. Qu'est-ce que tu m'as fait à manger, salope? Ouais. Par exemple, voilà. Mais c'est un réveil normal de coma. C'est vrai. Et donc, ouais, et vous avez donc 8 mois d'hospitalisation quand même, 8 mois. Et au départ, vous êtes, alors j'ai du mal à le dire, anozonosique. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout conscience de votre handicap, des facultés. Vous pensez que vous avez juste des plâtres de jambes cassées, et finalement tout va pas bien. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu une grande période où j'ai eu du mal à prendre conscience que mon corps avait été aussi atteint, donc tant sur le plan mental, sur le plan cognitif que sur le plan physique. Donc ça a été une grande période où c'est un gros flou en fait, où il y a juste des petits flashs qui me reviennent. Et ces petits flashs, c'était ces moments que je pouvais vivre avec ma famille qui petit à petit m'ont fait prendre conscience de mon état et de l'importance que j'avais pour pouvoir revenir à moi, revenir à ce Geoffrey que j'étais avant. Ils doivent le répéter pratiquement tous les jours, ça. Parce qu'au départ, il répète, et vous... Oui, parce que j'ai eu une amnésie. Une amnésie, en fait, un gros problème, un traumatisme crânien qui a touché ma mémoire, donc ma mémoire antérograde, celle de ma vie antérieure, et une mémoire rétrograde, ce qui faisait que je posais sans cesse les mêmes questions, que j'arrivais pas à mémoriser ce qu'on me disait, que 30 secondes, même quand je lisais, par exemple, on m'a amené des bandes dessinées, je lisais les bandes dessinées, et puis chaque image, quand j'en lisais une, je me souvenais déjà plus de celle que j'avais lue précédemment, donc ce qui amenait ce que je pouvais pas rire à la blague, ni comprendre l'histoire que j'étais en train de lire. Et puis les choses se rajoutent, c'est qu'après vous découvrez à chaque fois, une fois c'est une ostéite, une fois c'est les ligaments, tout s'accumule. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Du coup, voilà, pourquoi vous disiez que vous êtes un malade quand même assez odieux? Odieux, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, non, mais assez égoïste. Oui. Parce qu'on est, on est touché profondément et j'ai
ça parce que c'était pour le nouvel an où mes frères et sœurs étaient partis faire la fête et où ça me faisait mal de les voir partir. Et où en repensant à cette période-là, je me dis mais en fait tu penses un peu à toi aussi, tu penses un peu qu'à toi et tu penses pas aussi au mal-être que tu as donné en tout cas à l'époque, hein, pour ce nouvel an 2012-2013. Voilà, c'est le malade égoïste était là. Après, c'est pas forcément. J'étais pas comme ça tout le long, voilà. D'accord. Mais en même temps, les seuls moments heureux, c'est voilà, quand votre famille vient vous voir. On a également à l'époque votre petite amie de l'époque, Camille, à l'âge de 17 ans, qui habite un peu plus loin, mais qui vient dormir les week-ends chez vos parents pour venir vous voir à l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment ce soutien-là qui va pas vous accrocher. C'est les seuls moments heureux. Ouais, c'est vraiment le soutien, ça a été ma force, ça a été mon énergie de vie pendant mon hospitalisation. Et je l'admets moi-même, hein, si je n'avais pas eu ce soutien-là, je ne sais pas si je me serais réveillé de mon coma, je ne sais pas si aujourd'hui je serais en vie, et je ne sais pas comment je serais sorti de cette hospitalisation, parce que ce soutien, c'était vraiment ce qui me donnait une importance de vivre. Et si je n'avais pas eu cette importance-là, est-ce que je me serais battu à ce point-là? Est-ce que j'aurais eu cette hargne nécessaire pour vraiment poursuivre ma rééducation et toutes ces heures de thérapie avec un kiné, avec un ortho, etc. Donc c'est vraiment le soutien qui m'a été donné, qui m'a permis de pouvoir progresser, de pouvoir être comme je suis aujourd'hui. Et le fameux déclic où vous prenez conscience finalement que voilà, vous êtes dans un sale état, c'est quand voilà, vous demandez à votre maman est-ce que vous êtes venu me voir à l'hôpital, et vous voyez le visage de votre mère qui voilà, se décompose. D'ailleurs vous dites dans le livre que finalement plus jamais dans votre vie vous voulez voir un regard de votre maman comme ça. Donc, et c'est là que vous prenez vraiment conscience que vous êtes dans un sale état. Oui, c'est comme j'ai dit, hein, c'est tous ces moments avec ma famille qui m'ont petit à petit fait prendre conscience de mon état. Et justement, cette petite anecdote que je raconte dans le livre, c'est quand en fait j'avais pas de souvenir de quand j'étais au réveil du coma, donc en réanimation. J'ai pas de souvenir de ma famille qui est venue me rendre visite et où je demande à ma mère mais maman, est-ce que vous êtes venue me voir, vous, quand j'étais dans le coma? Et où elle a eu ce visage un peu triste dont je me souviens et qui fait très mal. C'est-à-dire que la culpabilité, elle vous a tout le temps traversé, et encore aujourd'hui, le sentiment de culpabilité? Ouais, je pense que c'est un poids qui me traverse encore et je pense que c'est humain aussi d'avoir cette culpabilité-là. On culpabilise de quoi? De faire un accident. De faire un accident et en plus de ça, de faire un accident en ayant bu quelques bières. Donc forcément, il y a de la culpabilité pour moi, pour ma famille, pour mon ami, pour sa famille, et pour justement faire vivre ce qu'on est en train de faire vivre à toutes ces personnes-là. 0,95 grammes, c'est-à-dire l'équivalent de 3 bières et un verre de vin blanc. Ce qui est finalement pas non plus, on va dire, immense. Enfin, vous n'êtes peut-être pas 2,5 grammes. Non, c'est sûr. Et puis en plus, quand on prend l'histoire de la soirée, toute la soirée je ne bois pas, puis je bois en fin de soirée où on était censé rester dormir dans mon garage. Mais ça montre à quel point une erreur peut être fatale à n'importe quel moment de la vie. Il s'est passé quoi dans cette soirée? Vous pouvez raconter ce déroulement de la soirée? Le déroulement de la soirée, on est parti manger des duos au village voisin. Donc là, j'ai bu un verre de vin rouge. Ensuite, on se retrouve après avoir mangé dans un bar où j'ai bu une bière. Et ensuite, on se retrouve, on était 3, on se retrouve dans mon garage où, là, du coup, on était peut-être censé rester dormir dans mon garage qui était aménagé pour nous accueillir. Et c'est à ce moment-là où j'ai dû boire du pastis et un ami vomit, on a dû le ramener chez lui et c'est sur le moment du retour qu'on a eu l'accident. En même temps, c'est-à-dire qu'il y a cet accident et vous roulez finalement pas très vite, parce que finalement vous êtes à 55 km/h quand vous encastrez contre le mur.
heureusement, parce que donc aujourd'hui je fais de la prévention routière, et avec cette prévention routière là, j'ai appris qu'une voiture qui roule à 62 km/h, à plus de 64 km/h, si elle est stoppée net comme par un mur, le corps qui est à l'intérieur ne peut pas survivre. C'est-à-dire qu'il y aurait trop d'hémorragie interne, il y aurait trop de sang, trop d'organes qui saigneraient, que le corps ne peut pas survivre à un tel choc. Donc heureusement que je roulais à cette allure-là. Vous en souvenez aujourd'hui de cette scène de l'accident? Non, je me suis endormi au volant. Je me suis endormi au volant et j'ai aucun souvenir l'après. En fait, dès le choc, je suis tombé dans le coma. Parce que sur internet, on voit la voiture qui est complètement pliée en deux. J'ai envie de dire, on se demande comment vous êtes là aujourd'hui. Ça, quand vous avez vu la voiture, vous vous êtes dit ça aussi? Parce que c'est quand même la voiture, c'est une épave. Le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu la voiture, c'est de voir le volant qui avait été coupé. Parce que ma tête est allée et rentrée dans le volant. En fait, ma tête est rentrée dans le volant quand j'ai eu l'accident. Et j'ai pu voir le volant coupé, quoi, ce qui montrait à quel point ils avaient dû découper la voiture pour pouvoir m'extraire de la voiture. J'étais bloqué complètement. Donc ils ont coupé le toit, ils ont coupé le volant, et je sais pas exactement comment ils ont fait, mais ils ont dû découper la voiture encore plus qu'elle ne l'était pour pouvoir me sortir de la voiture. Et vous dites, ce qui est compliqué quand vous sortez après 8 mois, c'est 8 mois d'hospitalisation. 8 mois en clinique. Ouais, c'est quand vous sortez, c'est qu'après, voilà, vous habitez un petit village, et puis voilà, il y a des folles rumeurs. On dit que vous rouliez à 120 km/h, il se passe des choses. Et ça, pour vous, c'est difficile à accepter, pas pour vous, je pense, mais c'est vraiment pour votre famille. Pour moi, d'abord, j'ai pas eu du mal. D'abord, j'ai pas eu du mal avec toutes ces rumeurs et avec toutes ces façons dont les gens viennent nous accoster. Donc d'abord, ouais, c'était ma famille qui avait vraiment le plus de mal, ma soeur aussi qui était furax et qui était déjà montée en colère contre des personnes qui étaient venues l'accoster pour ça. Moi, j'ai pas eu de mal au début. Après, quand on se retrouve dans une société avec un handicap qui était invisible, mais quand je parle de ça, je parle de quand j'étais à Lyon, je marchais avec une canne par exemple, et on se retrouve avec tellement de gens qui se permettent des réflexions gratuites. Au bout d'un moment, même si on essaye de faire abstraction de tout ça, c'est difficile, c'est délicat. En même temps, voilà, vous avez des amis, même des amis assez proches, qui vous font reproche, qui vous font la morale, et ces mêmes amis, un peu de temps après, vous les entendez dire, entre guillemets, faire les marioles, d'avoir conduit en état d'ivresse, et qui font un peu la gloire de leur... et ça, vous comprenez pas, comment on peut vous faire la morale, et derrière... Alors ça, c'est des amis, mais c'est pas des amis de mon âge, c'est des connaissances, des personnes un peu plus âgées, qui m'ont d'abord pris soin de me faire la morale, de me lancer des réflexions gratuites, mais sans même s'en rendre compte, je pense, et qui par la suite m'ont raconté à leur époque, quand ils avaient pris le volant en ayant bu, et les histoires rigolotes qu'ils pouvaient raconter autour de ça. Donc je rigolais jaune, hein, c'était pas très... Vous écrivez à la sortie de l'hôpital, vous dites « Je suis sorti, je marchais en direction de la voiture quand j'entendis un claquement sur les vitres du salon au 2e étage. Ils étaient tous là, patients, famille de patients, infirmières, aides-soignantes, à me faire de grands signes de revoir par la fenêtre. Je me suis arrêté pour lever une de mes béquilles en guise de salut. C'était pas un adieu, je suis souvent revenu après pour tous les revoir. Ce sont des personnes fabuleuses qui m'ont toutes apporté quelque chose, de l'amour comme de simples petits conseils. Jamais ne les oublierai. » C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable soutien, finalement, j'ai envie de dire, de tout ce personnel. Ouais, c'est vraiment... je suis arrivé dans une clinique où d'abord je ne voulais pas faire de connaissances, je voulais vraiment rester dans ma chambre cloîtrée et ne pas y bouger tant que ma famille n'arrivait pas pour pouvoir avoir ce repère qui était ma famille. Et puis petit à petit, j'ai fait connaissance avec d'autres patients qui étaient à la clinique, et puis je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si débiles que ça, ou en tout cas j'étais aussi débile qu'eux. On parlait entre traumatisme crânien, on se comprenait, on s'apprenait petit à petit au fur et à mesure, et puis on en est venu à jouer aux cartes ensemble,
à faire des karaokés ensemble à la clinique de rééducation. Donc entre traumatisés crâniens, c'était... et puis justement le personnel soignant aussi qui était fabuleux, formidable et que je qui faisaient des blagues, ils ont fait des blagues, ils vous ont retourné votre lit, les jours de sortie, ils m'ont fait beaucoup de petites blagues comme ça. En fauteuil roulant, quand on se retrouve avec un pommeau de douche accroché sur le haut de la douche, voilà, c'est une blague, hein, c'est pas... Après, voilà, et en même temps, pendant l'hospitalisation, voilà, alors vous êtes un fan de variété française, vous aimez Marc Lavoine, mais vous aimez surtout, par-dessus tout, Michel Delpech, voilà, qui est votre idole, et votre maman, dit à un moment donné, voilà, elle rentre en contact avec Geneviève, qui est aujourd'hui la veuve de Michel Delpech, et elle rentre en contact avec lui, et finalement, Michel Delpech vous appelle à l'hôpital. Il m'a appelé pour m'apporter du soutien. Il a été touché par les mots de ma maman, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son téléphone et il a appelé, tout simplement. Donc les 2 appels que j'ai pu avoir de Michel Delpech, c'est pas des appels dont je me souviens, qui sont enregistrés dans ma mémoire, mais en tout cas ils sont enregistrés dans mon cœur. C'est des moments qui ont été forts et puissants. Puis ensuite, on a pris son cancer, donc moi ce que j'ai dit... Attention, il vous dit cette phrase quand même, vous venez quand même de... Dès qu'il fait un long monologue, il dit cette phrase qui est quand même importante, oui, puisqu'il dit « Tu sais Geoffrey, la rééducation c'est comme une échelle, on y monte lentement, marche après marche. » C'est une petite bulle. D'où le titre. Marche après marche. Et vous dites quoi à vos parents après? Alors, une fois qu'il a raccroché, j'ai dit, écoutez, Michel il m'a dit marche après marche. Et moi je dis, écoutez, les marches, je vais les monter 2 à 2. Je vais aller plus vite que ce qu'il m'a dit. Et ça a inquiété toute ma famille. Tout le monde m'a dit, oh là, doucement, la rééducation, prends ton temps, évite de vouloir aller plus vite que voilà. Mais voilà, j'étais vraiment quelqu'un de têtu et obstiné par cette envie de récupération pour pouvoir vraiment prouver à ma famille de quoi j'étais capable et leur montrer que Geoffrey il allait revenir et il allait revenir sur ses pieds et avec tout le langage en tête. Ce que vous ne dites pas, Geoffrey, c'est que quand Michel Delpech est atteint également d'un cancer, est hospitalisé, c'est que vous, là vous vous déplacez avec votre maman, vous allez voir Michel Delpech qui vous reçoit dans sa chambre d'hôpital. Ouais, on est monté sur Paris pour voir Michel Delpech lorsqu'il a fait une rechute dans son cancer. Et du coup, j'ai vraiment rencontré la star, hein, j'ai rencontré Michel Delpech. Vous êtes dit quoi avec Michel Delpech quand vous êtes allé le voir déjà, on s'est passé à la main, on s'est fait la bise, ça a été une rencontre très humaine. Et c'est là où je lui ai demandé est-ce que je peux parler de toi dans mon livre, et où il a accepté volontiers. Voilà. Alors hier, on a fait la promesse de chanter un petit bout de Michel Delpech, donc Geoffrey, je vous écoute pour chanter Michel Delpech. Un petit bout quand même, quand on est fan à ce point-là de Michel Delpech. Ah mais il n'y a pas de musique derrière ou... Ah non, a cappella. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Quelqu'un connaît? Ma pauvre Cécile. J'ai quel âge? Je fais la chaise longue. Je traîne moins la jambe. Comme ça. Et voilà. Bravo. Et il y a également, donc il y a votre livre, mais également pendant votre hospitalisation, dès le départ de l'accident, il y a votre mamie, enfin c'est super mamie, j'ai l'impression, voilà, qui écrit également un journal de bord, mécanique. Ouais, elle écrit mécanique, c'est ce qui retrace mon parcours d'hospitalisation du premier jour de l'accident à ma sortie d'hospitalisation. Donc elle a écrit ce livre pour elle aussi, je pense que ça a été une écriture aussi thérapeutique. Ça lui a fait du bien d'écrire pendant ma période d'hospitalisation, et du coup elle décrit exactement tout ce que j'ai vécu, toutes les visites que je pouvais avoir, et tout ce qu'elle a pu voir, tout ce qu'elle a pu ressentir. Et ce livre, je l'ai lu à ma sortie d'hospitalisation, mais je ne l'ai pas lu à l'endroit, je l'ai lu à l'envers. Et puis j'ai mis du temps avant de commencer à le lire, parce que c'était beaucoup trop émouvant. Et puis
Et puis en commençant par la fin, je commençais par ma sortie d'hospitalisation, du coup par ce qui était joyeux. Et petit à petit, le temps avançait, petit à petit, je pouvais revenir à ce moment de l'accident qui est très lourd. Et aujourd'hui, au niveau des... Il y a des séquelles, vous avez des douleurs, je pense encore à la jambe gauche, c'est ça? Ouais, oui, c'est des séquelles physiques, c'est des douleurs quotidiennes qui sont, bon, on s'habitue, hein, et puis on adapte sa vie en fonction de ça, justement. Cognitivement, je dirais qu'il reste une certaine fatigabilité qui est un peu plus prononcée, surtout du coup quand je suis fatigué, j'ai des fois parfois un peu du mal à dire les mots ou je mélange un peu des mots, des choses comme ça. Mais en tout cas ma récupération est incroyable par rapport au diagnostic initial qui était posé. C'est-à-dire que aujourd'hui que je puisse avoir ce discours, que je puisse parler comme ça, c'est tout mon vécu qui a fait que je pense qu'aussi le fait d'écrire un livre, ça m'a permis d'avoir ce discours-là, ça m'a permis d'accepter cette situation, d'accepter d'avoir ce passé, d'avoir ce vécu, et de pouvoir aussi le retransmettre et le redire, de revivre sa souffrance. C'est vraiment ce qui nous permet de nous soulager et de ne pas avoir à le porter pour l'avenir. Votre passager s'appelle Samuel. Voilà, il s'en est également sorti. Au départ, comme vous avez perdu la mémoire, il vous écrit des lettres. Et après, finalement, vous dites un peu plus loin dans le livre que les liens ils se sont un peu distendus, un peu, voilà, l'épreuve, entre guillemets, de l'accident, un peu comme un couple, j'ai envie de dire, qui perd un enfant. Et les liens, à un moment donné, c'est l'accident qui reste. Et du coup, aujourd'hui, vous n'avez plus du tout de rapport avec lui. Est-ce que c'est une blessure, ça? Il y a une distance qui s'est créée, forcément. Parce que bon, ça a été un traumatisme qu'on a vécu tous les deux, et puis bon, ça part de l'accident, de cet accident que j'ai causé. Donc aujourd'hui, nos relations ont pris un peu de distance. C'est quelque part une souffrance, mais c'est quelque part aussi, je pense, un besoin, autant pour lui que pour moi. Et pourtant, vous avez essayé, vous, de renouer. Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi alors demain? C'est-à-dire, vous êtes professeur de sport pour personnes handicapées, c'est ça? Je travaille dans le sport santé, donc pour les personnes handicapées. Et puis bon, on verra où la vie mènera. Et mon petit doigt dit que vous avez très vite envie de reprendre la plume. Et petit à petit, je continue à écrire. Hein. C'est vrai que l'écriture, ça me fait un bien fou. Ça me permet aussi de poser et de mettre aussi une réflexion sur tout mon vécu, sur mon passé, et de me comprendre aussi. Ça me permet aussi d'essayer de comprendre pourquoi moi je pense à ça, pourquoi. Et comme je suis en train de lire un livre sur la thérapie primale de Arthur Janov, il parle de revivre ses souffrances en pleine conscience. Quand on écrit, quand on pose sur le papier, on est justement en train de revivre ses souffrances. Et le fait de revivre ses souffrances, ça nous permet d'aller mieux après par la suite. On devient un autre homme, c'est-à-dire le Geoffrey de 19 ans n'est plus le même que celui quand on est en face de nous? Non, c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? On me pose des questions plusieurs fois aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. C'est pas original alors, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas du tout, mais c'est souvent la question que l'on pose à des personnes qui ont des accidents comme ça aussi graves. Je pense que le rapport à la vie, ça englobe tellement de choses, le rapport à la vie, donc c'est difficile à définir. Je pense que mon regard sur moi-même a changé. C'est-à-dire que je suis plus à l'écoute de moi-même, donc de mon corps et de mes pensées. Comme je dis, l'écriture aussi, c'est une certaine écoute sur soi. Et j'ai aussi changé peut-être la relation avec les autres. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui a fait que aujourd'hui ma relation avec les autres n'est pas la même que lorsque j'avais 19 ans. On est moins égoïste en plus, du coup. Ouais, je pense. Comme tout homme qui mûrit. Écoutez, on attend le prochain livre pour vous recevoir ici, ce sera qu'un vrai plaisir. C'était Geoffrey Agostiniano, Marc Chaffrena. Merci beaucoup. Merci beaucoup.